Dans Charlie la chocolaterie de Tim Burton sorti en 2005, la séquence où les visiteurs découvrent que ce sont des écureuils qui s'occupent de trier les noisettes, au lieu de faire appel aux effets spéciaux, Tim Burton a fait dresser 40 véritables écureuils pour trier les noisettes. C'est un truc de fou, non? Dans Star Wars l'Empire contre-attaque, la fameuse scène qui est devenue culte où Princesse Leia dit « Je t'aime Han Solo » et celui-ci lui répond « Je sais ». Une réplique aussi inattendue que parfaite qui est devenue LA réplique des premiers Star Wars. Faut savoir qu'en fait que l'acteur Harrison Ford a totalement improvisé cette réplique. La scène était tellement parfaite que George Lucas l'a gardée au montage. Si je vous dis James Cameron et Céline Dion, en principe vous pensez à un film. Alors si je rajoute la réplique, je suis le roi du monde. Non, toujours pas? Et si je vous dis Leonardo DiCaprio? C'est bel et bien du film Titanic dont je vous parle. Réalisé par James Cameron, le réalisateur d'Avatar dont je vous ai parlé la semaine dernière, sorti en 1997, joué par Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jack. Une œuvre tirée d'une histoire vraie rendant hommage à la tragédie de 1912. Il faut savoir que le film dure 3h14. Et 3h14 est également la durée à laquelle le véritable Titanic a coulé en 1912. Faut croire que James Cameron ne laisse rien traîner au hasard. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Salut les artichauts, comment ça va aujourd'hui? Moonfall au cinéma le 9 février 2022. On nous dévoile enfin qui est le plus puissant des Avengers. Et côté série, Marvel n'arrête pas et compte bien nous surprendre. Marvel nous révèle enfin qui est l'Avengers le plus puissant de tous les temps. Quand je vous dis ça, vous pensez peut-être à Hulk, Doctor Strange ou alors Captain Marvel. La réponse est dans la bande dessinée de Avengers, Earth's Mightiest. Bon, c'est écrit ici. Et c'est le numéro 52. Captain America et Captain Marvel rencontrent un groupe de Deathlocks. Ce sont des cyborgs qui voyagent à travers le multivers pour le protéger. Deathlocks s'apprête d'ailleurs à rentrer en guerre avec l'un des groupes de super-vilains les plus dangereux, The Multiverse Master of Evil. Désolé pour mon anglais dégueulasse. Ce sont des sortes d'anti-Avengers venant de différentes réalités alternatives. Et pour remporter le combat, les Deathlocks viennent sonner à la porte de la Terre 616. Ils se tournent donc vers Captain America et Captain Marvel. Mais au fil de la discussion, les deux super-héros se rendent compte que c'est pas eux que les Deathlocks recherchent. Mais Starband, oui Starband. Ne me demandez pas pourquoi, c'est Marvel qui décide. Starband est tout simplement un costume. Oui, le plus puissant des Avengers, c'est un costume. Et alors? Mais pas n'importe quel costume. Il a été porté par différents héros de l'univers Marvel. Le porteur ne peut être qu'un être capable de manipuler une source d'énergie illimitée. Genre Spider-Man n'est pas digne de le porter quoi. Ce costume lui permet de voler et de lancer de puissantes explosions énergétiques. Le Starband actuel de la BD n'est autre qu'une petite fille du nom de Brandy. Après la mort de sa mère, Rocket et Groot l'ont élevée et appris à maîtriser ses mystérieux pouvoirs. La BD nous montre que les Deathlocks arrivent malheureusement trop tard, car ils sont tués par Ghost Goblin et Black Skull. Et pendant ce temps, Brandy est mise à l'écart par Captain America et Captain Marvel. Pour les fans de Marvel, je pense que cette BD peut être agréable à lire. Côté série, on commence à avoir des pistes pour Secret Invasion. Cette série sera concentrée sur le célèbre personnage Bourne, Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson. C'est le personnage le plus présent de tout l'MCU. On n'a pratiquement aucune info concernant l'intrigue. Dans Spider-Man Far From Home, on découvre que Nick Fury n'est pas vraiment Nick Fury, mais Talos, un Skrull qui est capable de prendre l'apparence de n'importe qui. Et dans le post-générique du film, on voit que Nick Fury est à bord d'un vaisseau Skrull. C'est d'ailleurs selon moi l'un des post-génériques les plus intrigants du MCU. Peut-être que la série nous apportera le pourquoi du comment. Dans la bande dessinée, la saga Secret Invasion raconte que les Skrulls viennent semer le chaos en prenant l'apparence de certains Avengers. Si vous voulez mon avis, s'ils développent le personnage de Nick Fury, allant peut-être découvrir d'autres planètes, combattre d'autres nouveaux méchants, faisant la rencontre de nouveaux super-héros venus justement d'autres planètes, ouais ça serait cool. Il y aurait de nouveaux personnages et l'intrigue prendra alors tout son sens. Mais s'il se base sur la BD Secret Invasion, ça serait trop bien hein. Mais je pense qu'il devrait pas le faire en série mais plutôt en film. Aucune date de sortie n'est prévue, mais moi je pense que c'est pour cette année. En attendant, Disney+ nous laisse avec une image qui laisse à désirer. Pour les news de la semaine, dans le film Shang-Chi qui a fait un score plutôt bon, avec plus de 432 millions de dollars au box-office, un chiffre moins impressionnant que la moyenne habituelle, mais assez pour lancer une suite. Dans la scène post-générique où Wong demande de l'aide à Captain Marvel et Bruce Banner, en communiquant à distance via des hologrammes, on comprend que les deux personnages ne sont pas ensemble. En voyant Bruce Banner, on se demande où il peut bien être, et pourquoi il n'est pas transformé en Hulk? Parce que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand il était en Smart Hulk. Et là, on le voit en humain. Lors d'une récente interview par Variety, le superviseur des effets spéciaux Sean Walker, selon lui, Bruce Banner communiquait avec les autres dans son propre laboratoire. Et la scène post-générique se passerait au même moment que la série She-Hulk, ce qui expliquerait pourquoi Banner est dans son labo. Parce que dans la bande-annonce de la série, on voit Smart Hulk dans son laboratoire. Netflix. Vous voyez cette grille tarifaire? Attendez-vous à ce que cette plateforme de streaming augmente ses prix. Il nous explique que c'est dû à une baisse d'abonnement sur
sûrement dû au Covid. Malgré le succès de Squid Game et Red Notice, ils indiquent qu'ils ont depuis janvier 2022 2,5 millions d'abonnés, contre 4 millions d'abonnés en 2021 sur la même période. Netflix fait face à une baisse de 20% à la bourse de Wall Street. Ils proposent des super programmes, mais la concurrence est terrible. Avec Disney+, Prime Video ou alors HBO Max, Netflix tremble un peu quoi. Je pense qu'ils vont encore nous augmenter l'abonnement. Je sais pas, je vais arriver comme une patate. En attendant, le forfait coûte 16,99 € par mois. Avec 2,5 millions d'abonnés, rien qu'en un mois, ça fait beaucoup quand même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, bastonnez un gros pouce bleu et viens t'abonner, ça fait plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles infos. C'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti.